Bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, dear guests. It's an honor to see all of you with us today. And your presence shows that the topic of neutrality is really important. In this mad world, neutrality can be a balanced position, a pro-peace position. It can be a guarantee of stability, prosperity and development. And we have an example, a history of Switzerland. We will talk about this deeply today with our experts. Now I'm giving the floor to Nicolas Ramseer, Vice President of the Geneva Center for Neutrality. Madame la conseillère fédérale, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les députés du Grand Conseil de Genève, chers membres du Geneva Center for Neutrality, chers futurs membres du Geneva Center for Neutrality, ceux qui ne se sont pas encore inscrits, chers amis, bienvenue à cette soirée dédiée à la neutralité. Avant de passer au cœur du sujet qui sera le panel de ce soir, j'aimerais quand même vous donner quelques éléments sur comment ce centre a vu le jour et quels sont les objectifs pour l'année prochaine. Vous savez, je suis né en 1993 dans une Suisse en paix, neutre, qui avait d'ailleurs même le secret bancaire. Et j'ai découvert, un peu par naïveté, à 29 ans, le retour de la guerre en Europe, et j'ai vu la neutralité vaciller. C'est indéniable depuis 2022. Nous avons toutes et tous connu une polarisation du monde, une croissance des conflits, que ce soit en Ukraine, à Gaza ou la semaine dernière en Syrie. Et ça nous force à repenser l'idée de neutralité. Que ça soit en Autriche, en Moldavie, en Irlande ou, évidemment, ce qui me touche particulièrement, en Suisse. Alors, est-ce que dans le fond, la neutralité, c'est une excuse, une couverture, une protection pour être passif devant le crime, faire des affaires avec tout le monde ? Ou est-ce que c'est un outil pour créer un espace serein de dialogue et de promotion de la paix ? Cette réflexion me touche particulièrement. Et ça, c'est, je dirais, un des moteurs qui me pousse aujourd'hui à agir, parce que je crois fondamentalement que dans un pays comme la Suisse, où ce que les gens pensent, ce que les gens veulent, toutes et tous, ont un impact direct sur la politique. Nous avons une responsabilité morale collective à réfléchir sur la neutralité. Donc évidemment, quand Ekaterina Koyohari, je l'ai rencontrée l'été dernier, puis elle m'a proposé de lancer un centre pour la neutralité, j'ai adoré l'idée. Et puis après, elle m'a dit qu'il y aurait une troisième personne avec qui je devrais travailler. Quand j'ai appris que c'était l'ambassadeur Jean-Daniel Roux, j'étais doublement motivé d'y aller. Et puis, entre-temps, une quatrième personne, Oksana, qui est avec nous ce soir, nous a rejoints. D'un point de vue purement technique, ce centre est une association au point de vue du droit suisse. Nous avons plusieurs axes sur lesquels nous aimerons travailler. Le premier est peut-être le plus visible, c'est-à-dire de mettre en place des conférences et d'attirer des personnes de qualité pour avoir un débat et tenter de faire émerger des bonnes idées. Le deuxième est un axe beaucoup plus, peut-être moins visible, mais tout aussi important, qui est celui du travail plus académique, de terrain. Qu'est-ce que la neutralité ? Et puis, il y a un troisième axe que j'aimerais beaucoup développer, qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui que j'appelle la sécurité et la robustesse économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est assez simple. Je pense que ce n'est pas forcément une condition nécessaire. Ce n'est pas forcément une condition pour avoir une neutralité, mais c'est important d'avoir, quand on est un État, une capacité de résister à la désinformation et avoir une certaine stabilité économique. Donc c'est un axe que j'aimerais développer.
évidemment, lorsqu'on se lance dans une aventure comme celle-là, on n'est jamais seul. Donc j'aimerais profiter aussi ce soir pour remercier l'ambassadeur Yannick Roulin du CAGI, qui a accepté de nous rencontrer et de nous aider d'un point de vue légal pour mettre en place cette association. J'aimerais aussi remercier Inès, qui est avec nous dans la salle, qui a mis à disposition son hôtel pour accueillir nos participants de l'étranger. J'aimerais aussi remercier Marc Studer, qui a accepté de mettre à disposition cette villa, qui est la villa du général Dufour, qui évidemment est un haut lieu symbolique pour nous quand il s'agit de discussions sur la neutralité. Mais surtout, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être venus, parce que le plus important pour avoir des bonnes idées, c'est de pouvoir se regrouper et de participer. Donc je vous invite vraiment non seulement à écouter la discussion, mais à participer, à poser vos questions et à faire corps pour cette idée. Merci infiniment. Le général Dufour, c'est l'homme de son temps, c'est aussi un homme peut-être de notre temps dans son approche des choses. C'est un de ces personnages ou de ces mythes aussi qui sont devenus des mythes de l'histoire suisse, avec des parts de réalité, des parts de vraies réalisations. Et puis pour s'inspirer un peu de l'esprit de cette maison, j'aimerais juste vous lire quelques lignes du dictionnaire historique de la Suisse concernant le général Dufour. Donc ça part de 1847, bien évidemment, le 21 octobre 1847, la Diète désigne comme commandant des troupes fédérales générales et le charge de dissoudre le Sonderbund, mission qu'il accepte non sans réticence. Entre guillemets, le Sonderbund était une alliance de cantons catholiques avec quelques éminents représentants dans cette salle ce soir. Le général Dufour, le 4 et 5 novembre, s'adresse à ses divisionnaires puis aux troupes, une recommandation et une proclamation destinée à prévenir les excès. À la suite d'une campagne de 3 semaines habilement conduite et peu sanglante, les cantons dissidents capitulent. Dufour a imposé partout à ses troupes des stricts principes d'humanité. Je pense que dans ces propos, on ne parle pas de neutralité, mais on parle d'une forme de modération typiquement suisse, dans les tensions, dans les conflits, et puis aussi cet esprit qui accompagne la notion de neutralité pour la Suisse à travers l'histoire. Alors avec nos invités, je vous propose d'évoquer cet esprit en lien avec la neutralité, mais aussi sous le rôle de la Suisse sur le plan international. On va le faire, on aura 2 parties. On a 45 minutes d'échange entre nous, 45 minutes avec la salle. Ça paraît long, mais ce sera très court. J'ai aussi repéré quelques bavards dans la salle. Donc, quand on aura la ronde des questions, je vous prie de poser des questions, de ne pas faire des statements. Malgré vos parcours certainement très brillants, c'est plus intéressant si on a une vraie interaction. Et puis, je vous propose d'aborder ça avec le fil rouge suivant. Qu'on parte de la notion de neutralité, une notion du passé ou pas. C'est une des questions qui se posent et qui se posent encore aujourd'hui. On a aussi un spécialiste de l'Autriche, un ancien ambassadeur autrichien qui va évoquer avec nous la différence entre la Suisse et l'Autriche. Thomas Meyerharting, l'Autriche qui a une neutralité peut-être moins spontanée que la nôtre, pour être politiquement correct à travers l'histoire. Ils n'ont pas tellement eu le choix en fait, si j'ai bien compris. La Suisse a plus eu le choix. Et puis ensuite, ce sera important d'évoquer maintenant, pour la Suisse et pour l'Autriche. Qu'est-ce que la neutralité au XXIe siècle? Et puis ensuite, évidemment, the elephant in the room, comme on dit dans la Berne fédérale, c'est l'initiative de l'UDC, sauvegarder la neutralité suisse, initiative sur la neutralité, c'est le titre officiel, le Conseil fédéral a pris position, il s'y oppose, mais ça ouvre un énorme débat sur la neutralité. En Suisse, on va évoquer aussi quelques thèmes actuels, l'Ukraine, évidemment, le Moyen-Orient, et la Suisse là-dedans. Est-ce qu'on a compris où elle se positionnait? Est-ce qu'elle a perdu des occasions? Est-ce qu'elle l'a bien fait? Et puis évidemment, on évoquera la neutralité suisse et la Genève internationale, et pour le CICR aussi, qu'est-ce que ça signifie cette neutralité? Je sais que Madame la conseillère fédérale n'attendra pas le dernier point pour l'évoquer. Donc ça, ce sera un point qui sera glissé généreusement par notre présidente et conseillère fédérale à un certain moment de la conversation. Ce qui me paraît important, c'est de dire qu'effectivement, la neutralité de la Suisse a été reconnue, pour ne pas dire imposée, par les alliés de l'alliance anti-napoléonienne au congrès de Vienne, même s'il y a quelques éléments déjà en 1648, si je me rappelle bien, où la Suisse a essayé de se tenir un peu en dehors des conflits qui ravageaient l'Europe à l'époque. Mais j'entends, ça a été une demande et un ordre, je dirais, du congrès de Vienne. Et
Et par la suite, je dirais, ça a été accepté comme par la population suisse et par la Suisse, les autorités suisses, comme un principe de politique étrangère important. Sans doute aussi d'ailleurs un aspect de politique intérieure. Je vous rappelle quand même que pendant la Première Guerre mondiale, la Suisse a été très divisée, avec une Suisse romande très proche d'un soutien aux Français et une Suisse alémanique très proche de l'Allemagne. Et donc c'est devenu aussi un principe de politique intérieure, pour éviter qu'un pays à côté comme ça, à 4 aires ou à 3 aires culturelles avec lesquelles les liens sont profonds et la solidarité presque naturelle, je dirais, cela évite la division du pays. Mais j'aimerais juste ajouter une chose, c'est que le principe même de neutralité est reconnu en droit international, effectivement, depuis le début du XXe siècle, et que ce qui est très intéressant, c'est que c'est en fait quelque chose qui non seulement donne, comme on l'a dit d'ailleurs, je crois aussi dans l'invitation, les devoirs de l'État neutre, mais en premier lieu, et les premiers articles, c'est la protection de l'État neutre contre toute tentative de l'entraîner dans une guerre, de l'envahir et de... Il doit être reconnu. Hein? Il doit être reconnu par les autres. En étant, non, oui, l'utilité, on en parlera peut-être après, mais j'entends, on ne parle pas d'utilité dans la Convention de la Haye, on parle tout simplement du fait que les belligérants doivent respecter la neutralité d'un pays, ils n'ont pas le droit de l'envahir, ils n'ont pas le droit de l'agresser. Paul Widmer, si on regarde la situation aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression, alors c'est pas encore autour de nous, à proximité, que ça part dans tous les sens, mais dans d'autres coins et même en Europe, vous pensez qu'aujourd'hui ce serait respecté, ça, cette idée d'un État neutre, on ne va pas l'attaquer parce qu'il est neutre et reconnu comme tel? Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, qui est un peu plus far westisé, ça marche encore. Si l'on parle de la neutralité, il me semble qu'il faut poser la question, est-ce que les principes sur lesquels base la neutralité sont des principes acceptables et bons ou pas? Et là, je pense que la réponse peut être oui à 100%. Ce sont des principes de paix, ce sont des principes, en fait, qu'un État neutre n'attaque pas un autre pays et en plus qu'il ne soutient pas une alliance militaire. Si ces principes étaient appliqués universellement, à ce moment-là, on aurait la paix. Et on peut dire que les Nations Unies, en fait, ce sont des principes de neutralité acceptés universellement. Mais malheureusement, la réalité n'est pas toujours comme ça. Parce que si la réalité était toujours comme ça, à ce moment-là, on n'aurait pas besoin de la neutralité. Mais depuis la fondation des Nations Unies, il y a plus de 100 guerres bilatéraux et d'autres guerres en dehors des frontières d'un pays. Alors à ce moment-là, aussi longtemps que nous ne sommes pas en mesure de réaliser ça, ces principes, de les appliquer d'une manière cohérente, il y a une justification pour un pays de se tenir à la neutralité, aux obligations de la neutralité que ce pays s'applique lui-même. Mireille Zaki, dans ce contexte-là, on voit bien là le clinch entre la théorie, le droit, ce qu'on doit faire un pays, et puis la réalité qui peut-être le rattrape. Et la Belgique a été neutre, et puis ça, il y a plusieurs fois, ça n'a pas servi à grand-chose. En plus, géographiquement, elle était dans une position moins favorable que nous. Mais donc aujourd'hui, où ça se réveille quand même un petit peu ces tensions, vous n'avez pas l'impression qu'on est dans un débat extrêmement académique? Oui, absolument, parce que alors qu'on fête aujourd'hui la neutralité, ce concept n'a jamais été aussi menacé, challengé qu'aujourd'hui. Il est littéralement en train de voler en éclats, parce que je pense qu'il y a des conditions à la neutralité. D'abord, il faut que les grandes puissances y voient leur intérêt. Déjà, comme on l'a dit en 1815... C'était ça. Utile, bien sûr. En 1815, déjà,
c'est pas la Suisse qui s'est autoproclamée neutre. Elle en a fait une identité ensuite, mais ça a été choisi et voulu par des grandes puissances qui y voyaient un intérêt. Deuxième condition, une paix, disons une stabilité globale entre les grandes puissances, une sorte de paix même froide, pas spécialement chaleureuse. Troisième condition, une souveraineté assez forte du pays qui peut exercer la neutralité, c'est-à-dire une marge de manœuvre pour lui de pouvoir parler avec toutes les parties en conflit sans subir des pressions extrêmes, des menaces et de se sentir obligé de s'aligner avec les intérêts supranationaux des blocs. Or, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans ces conditions. Elles ne sont pas réunies pour une neutralité effective. On a des blocs qui sont extrêmement tendus entre eux, des grandes puissances très tendues entre elles. La Suisse est obligée de choisir un camp. Elle a une place bancaire très puissante qui fait d'elle une cible particulièrement importante pour les grandes puissances pour lui demander de geler des fonds, d'agir, de bloquer des avoirs, et elle le fait, parce que je parle beaucoup avec les acteurs de la place bancaire. La neutralité bancaire qui a prévalu jusqu'à récemment n'est plus possible aujourd'hui. D'ailleurs, le monde de la finance n'est pas très content de ça. Le monde de la finance va tendre à défendre la neutralité parce que c'est celle qui permet à la Suisse de continuer à faire des affaires. Et donc aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies. Donc c'est un concept d'hier. C'est un concept d'hier, mais la Suisse veut garder l'image de marque. Et donc, elle fait un grand écart, je pense que beaucoup de gens ici le constatent, un grand écart conceptuel où elle essaye de redéfinir une sorte de neutralité dynamique, active, souple, en réalité une neutralité à géométrie variable à laquelle plus personne ne croit, car comme vous l'avez dit Romain, la neutralité doit être perçue comme telle par les belligérants, par toutes les parties en conflit. La neutralité doit être utilisée par les utilisateurs de la neutralité. On parle de la neutralité au sens large, pas dans le sens strictement militaire, mais le sens qui apporte le plus de bénéfices en fait à la Suisse, qui est la neutralité qui permet les bons offices, la médiation. C'est aussi inscrit dans le droit de la neutralité suisse, qui n'est plus possible aujourd'hui parce qu'on n'est pas perçu par le reste du monde, par une bonne partie du reste du monde, comme étant neutre. Et c'est ça, à la fin, le critère. André Fuss, je ne vais pas vous demander d'être l'avocat de la neutralité, mais quand j'entends Mireille Zaké, on se dit que la neutralité, c'est un peu un old-timer qu'on sort 3 fois par année, à la Pentecôte, avant Noël et peut-être au mois d'août. Et puis qu'en fait, les choses sérieuses, c'est pas la neutralité qui les... c'est pas la chose la plus sérieuse qui soit en politique étrangère, c'est un peu un gadget. Je suis enchantée d'avoir entendu Mireille Zaké. Et bien sûr, beaucoup parlent pour son analyse. Mais je crois que dans la réalité, ça n'est pas une situation aussi dépassée qu'elle le dit, en ce sens que je crois que dans le monde, la Suisse garde une réputation de neutralité, malgré son association à des sanctions. Je dirais que cette reconnaissance, elle est aussi basée quand même sur le grand changement depuis 1945, je dirais, qui est le développement du droit international, en particulier du droit de la guerre, de la mise hors la loi de la guerre d'agression. Donc il y a toute une base, si on veut, à la neutralité suisse qui a changé et qui fait que même si elle s'associe à un certain nombre d'actions, de sanctions en particulier, sa neutralité n'est pas aussi largement contestée que vous le dites, je crois. Mais vous avez raison, il est clair que certains des actes passés ne correspondent pas à un choix de neutralité et que, si l'on veut, cela montre bien que la neutralité en Suisse n'est qu'un instrument politique, je dirais plus qu'un discours, M. Kliva, mais un instrument politique qui est effectivement à géométrie variable. Mireille Zaké, brièvement, à l'art de la concision aussi chez les journalistes. D'accord. Alors, en réalité, c'est vrai que les sanctions peuvent entrer dans le cadre de la neutralité, mais je dirais qu'elles n'ont pas été appliquées uniformément à tous les cas. On pense évidemment à l'Ukraine et à Israël. On voit que la neutralité, finalement, s'aligne beaucoup sur les intérêts économiques, mais aussi sur les alliances géopolitiques. Donc, être neutre, ça suppose de ne pas avoir d'alliance, en fait, si on va jusqu'au bout du raisonnement. Évidemment, ce n'est pas très réaliste, mais voilà. Il faudrait ne pas avoir d'alliance et de loyauté envers un bloc ou un autre pour pouvoir être cet espace de dialogue, de médiation réellement neutre qui accueille tout le monde et qui parle avec tout le monde. C'est pas que je vous tire le micro, mais je dois le passer. Thomas Maherting,
Qu'est-ce que vous voyez ce débat entre Suisses? Oui, C'est du évidemment, passé, c'est du tout présent. le monde a son propre passé historique. Évidemment, la souveraineté suisse, en partie, pas totalement, était basée sur les efforts de se débarrasser des Habsbourg à un certain moment. C'est pas tout à fait l'expérience autrichienne, pour le dire ainsi. Et Vous nous étiez aussi, chez nous, mais en fait, nous, c'était- on a évidemment peut-être aussi une autre position vis-à-vis, disons, d'une vie dans un concept multinational avec beaucoup de pays d'autres. C'est vrai que lorsqu'on s'est décidé, sous des circonstances spécifiques, historiques, pour la neutralité, on avait dit à Moscou que ce sera une neutralité selon le modèle suisse. Et la raison pourquoi on avait mentionné la Suisse, ce n'était pas nécessairement parce qu'on voulait suivre sur tous les points exactement ce que faisait la Suisse, mais on voulait dire que c'est une neutralité d'une démocratie occidentale. Ça, c'était la raison principale pourquoi on a mentionné la Suisse, parce qu'évidemment, autrement, le modèle aurait été peut-être la Yougoslavie ou l'Inde ou d'autres pays non alignés. On a déjà, comme vous savez d'ailleurs, déjà en 1955, pratiquement à 2 mois de notre déclaration de neutralité, qui était une neutralité unilatérale autrichienne basée sur notre constitution, on s'est décidé de devenir membre des Nations Unies. Et la Suisse nous a suivis en 1992. Ça veut dire là, il y a tout de même des différences importantes. 2002 même. 2002 même. Et on a, en 73, on était pour la première fois membre du Conseil de sécurité. Et j'ai lu dans le livre de M. Widmer qu'il se pose même aujourd'hui encore des questions sur l'utilité d'un État neutre d'être membre du Conseil de sécurité. Comme ça, il y a... Vous étiez un peu filou, les Autrichiens, en fait. Vous avez fait croire que, mais vous ne l'étiez pas. Je dois dire que le contexte était différent. Il est encore plus différent maintenant où on est devenu membre de l'Union européenne. Parce que ça, c'est sans doute le changement le plus fondamental, parce qu'en tant que membre de l'Union européenne, on s'est engagé à suivre pleinement la politique de sécurité et de défense et la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Et à ce moment-là, parce que c'est basé sur la Constitution. On a d'ailleurs dû changer la Constitution au moins partiellement. On a limité la neutralité autrichienne à ce qui est son corps, ça veut dire la non-appartenance à des alliances. Mais il y a en principe une disposition dans la Constitution autrichienne qui dit que les obligations qu'on prend sur nous dans le cadre de la politique de sécurité commune européenne priment sur la loi de neutralité. Et ça a un effet immédiat dans le contexte de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, où par exemple on suit les sanctions pleinement et on permet même, sur base d'une décision de l'Union européenne, le transit du matériel militaire en Ukraine. Si on prend ce qu'a fait la Suisse dans le cadre de l'Ukraine, les sanctions, vous avez certainement suivi ça. Est-ce que vous diriez que si on avait été l'Autriche, on aurait fait la même chose ou on aurait dû en faire plus? Disons, pour l'Autriche, comme je vous dis, pour l'Autriche, le contexte est différent parce que l'Union européenne, en tant que telle, n'est pas neutre vis-à-vis de la Russie, vis-à-vis de l'Ukraine. Elle a pris parti en faveur de la victime de l'agression. Et dans ce contexte-là, évidemment, l'Autriche ne peut pas être neutre entre l'Ukraine et la Russie. La seule chose qu'on peut faire, et ce qu'on fait jusqu'à un certain point, on est peut-être à l'intérieur de l'Union européenne, suite à nos traditions et expériences, un peu plus ouvert dans les arguments, disons, dialogue avec les autres, etc. C'est pas nous qui quitterons la salle lorsque le ministre russe parle à l'OSCE. Et comme vous avez peut-être vu, la Finlande a maintenant repris la présidence de l'OSCE pour l'année prochaine. Et ils ont décidé que la réunion ministérielle qu'ils veulent plus avoir à Helsinki aura lieu à Vienne parce que c'est plus facile de l'organiser à Vienne. Et là, évidemment, il y a encore des éléments, disons, de cette neutralité, mais c'est bien différent, me semble-t-il, à la discussion chez vous. Paul Widmer, si maintenant on observe l'Autriche et ses contraintes, et ce qu'a fait la Suisse, vous avez l'impression que la Suisse, elle est très eurocompatible dans ce qu'elle a fait avec les sanctions, parce qu'on a parfois l'impression que c'est ce qui se dit en Suisse, attention, on suit trop l'Union européenne, ou quand même on a été relativement retenu. Évidemment dans le siège de l'Union européenne ou pas. Oui. J'aimerais d'abord répondre à la question Conseil de sécurité et neutralité. En fait, je pense que ce n'était pas une décision qui était très très sage de siéger au Conseil de sécurité. Prenez par exemple la situation qu'on a eue, que les États-Unis ont fourni des cluster weapons. Comment on dit en français? Des bombes à munitions. Voilà.
absolument interdite. La Suisse est au Conseil de sécurité. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne dit rien. La Suisse C'est un aurait... silence qualifié. Pardon? C'est un silence qualifié. Même plus. Malheureusement, je ne dirais pas qualifié, non. La Suisse aurait dû, en tant que membre des Nations Unies, dans un organe délibératoire, ce qui est l'Assemblée générale, la possibilité de se prononcer. Elle aurait aussi pu le faire au Conseil de sécurité, mais là, ça c'est différent, parce que le Conseil de sécurité, ça c'est un organe de décision. Et ça ne fait pas beaucoup de sens si un pays neutre, en général, dans ces questions, ne peut pas se prononcer à ce moment-là. Elle affaiblit plutôt l'organe qui est déjà trop faible, parce qu'elle ne prend pas position, et d'autre part, un pays avec le droit humanitaire comme une priorité dans sa politique étrangère ne peut pas se permettre de siéger là-dedans et de se taire. Parce que la neutralité, elle a aussi des obligations pour nous. Et nous ici, je le dis ça avec plaisir ici à Genève, la ville des 4 conventions de Genève, là, on peut dire, on a peut-être quand même une obligation qui va beaucoup plus loin que ce qui se trouve seulement dans le droit de neutralité. Le droit de neutralité, ça c'est presque rien. Pourquoi c'est presque rien? Parce que ces conférences à La Haye, elles ont été entreprises dans une perspective de protéger les pays neutres et pas de leur donner des obligations. Alors, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de neutralité sans aussi une politique de neutralité. Parce que qui veut faire respecter le droit de neutralité doit suivre une politique qui crée la confiance qui est la base de chaque neutralité. Ruth Dreyfus, qu'est-ce qu'on est allé faire dans cette galère? Est-ce qu'on a perdu du temps? Est-ce qu'on a perdu du crédit alors qu'on a d'autres cordes à notre arc? C'est enregistré. Je ne sais pas si j'ai une opinion très claire là-dessus, je l'avoue. J'ai beaucoup milité personnellement pour l'adhésion à l'ONU. Vous avez fait campagne pour l'ONU en... J'ai fait campagne, mais oui, déjà en 56, si je me rappelle bien. 86, et ensuite, bien sûr, en 2002. Et j'ai regretté que M. Grabert ait été tellement impressionné par ce vote négatif qu'il n'a jamais osé reprendre le dossier et qu'il a fallu attendre si longtemps pour faire cette adhésion. Effectivement, le Conseil de sécurité, en principe, a une tâche décisionnelle. Vous avez tout à fait raison, monsieur l'ambassadeur. Et il faut prendre position lorsqu'on est dans une instance décisionnelle. Et je ne crois pas que ça gêne. Enfin, ça ne me gêne pas a priori. Moi, ce qui me gêne, c'est certains silences de la Suisse aussi, et certaines adhésions à des votes, par exemple... J'entends lorsqu'il y a déjà un veto qui est prononcé par une grande puissance et que la Suisse trottine derrière avec une abstention ou un vote en faveur de cette grande puissance, moi ça me gêne. Quoi, concrètement? Mais c'était sur certains des votes sur Gaza où effectivement le veto américain a entraîné, je crois, une abstention suisse, si je me rappelle bien. Alors que tous les autres États votaient, en fait, approuvaient cette décision. Non, je suis pas sûr qu'on ait utilisé cette plateforme, là je suis d'accord, pour effectivement affirmer les principes de la Suisse, et que peut-être ce rôle d'être un pays, tout simplement, qui pendant quelques années joue le rôle de pays, non permanent, n'est pas un rôle très, très glorieux si on ne l'utilise pas pour faire valoir un point de vue. Mireille Zaki, qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux, donc la Suisse? Alors, on est sous une pression maximale, ça c'est très important parce que c'est des choses qui se font en coulisses. Donc la Suisse subit, elle a à la fois son droit de la neutralité, elle a le souhait de sa population, comme d'ailleurs la population autrichienne de préserver la neutralité, puis après elle a ce qui compte vraiment, c'est des pressions de grandes puissances qui sont extrêmement fortes
Et elle se déploie sur différents fronts, sur le front politique, sur les fronts, comme j'ai dit, du gel des avoirs de tous les pays ennemis, etc., sur des attentes qui ont été exprimées, sur les conditions pour être au Conseil de sécurité, qu'il faut effectivement un peu s'aligner. Je crois que la Suisse a compris qu'elle n'est pas là pour avoir vraiment une autonomie totale au Conseil de sécurité. Elle fait un peu l'affaire de ses sponsors qui lui ont quand même soutenu son entrée au Conseil de sécurité. Et puis, il y a les pressions économiques. Par exemple, le fait que les groupes d'armement suisses sont boudés par l'Allemagne, l'Espagne ou le Danemark, parce que le matériel suisse de guerre ne peut pas être réexporté officiellement. Bon, ce n'est pas le Conseil de sécurité, ça c'est homemade. Alors ça, c'est les puissances européennes qui vont... Alors, le Parlement a tout juste maintenu ça pour pouvoir encore dire que le droit de la neutralité s'applique en Suisse, parce que c'est vraiment le dernier reste qui s'applique encore, suite au fait qu'on a repris toutes les sanctions intégralement européennes, en allant même plus loin. L'agence Bloomberg avait dit que la Suisse était celle qui avait implémenté le plus de sanctions contre la Russie, par exemple. Mais on n'a pas voulu réexporter le matériel de guerre, parce qu'on s'est dit ça, c'est la dernière digue qui ne doit pas lâcher. Et on est boycotté, enfin, on est un peu boudé au niveau des ventes d'armes suisses par des puissances européennes. Et là, on voit comment les pressions viennent. C'est-à-dire les groupes d'armement suisses ont tout intérêt à faire pression sur le Parlement au maximum pour faire sauter cette dernière digue. Donc c'est tout le temps, c'est des tensions, c'est des négociations en coulisses, c'est des pressions. Après, on peut entendre dire dans des discussions informelles qu'il y a quand même du matériel qui finit par arriver en Ukraine, mais c'est par des voies tout à fait officieuses. Alors, parce que la pression est tellement forte que ça devient inapplicable. Thomas Margarting, c'est ingérable pour un pays comme la Suisse aujourd'hui. Avec une telle, vous avez dit aussi avant, ça s'approfondit au niveau des pays européens. On a d'autres pays qui font de la pression. Est-ce qu'on a vraiment encore une marge de manœuvre ? Disons, je commencerai avec l'argument suivant. Pour un pays d'ailleurs, aussi pour un pays neutre, pour un pays avec la tradition politique étrangère qu'a l'Autriche depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est clair que c'est naturel pour nous de soutenir le multilatéralisme et de soutenir les Nations Unies. Et évidemment, si on soutient les Nations Unies, on soutient des Nations Unies aussi effectives que possible. Et au cœur des Nations Unies, il y a le Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, si le Conseil de sécurité décide, ça prime tout autre droit, y inclut le droit de neutralité. Parce que les sanctions, là je pense nous sommes d'accord, les sanctions qui sont approuvées par le Conseil de sécurité, là il n'y a même pas de question si on les applique neutres ou non neutres. Moi je dois dire, j'ai représenté l'Autriche lorsqu'elle était au Conseil de sécurité la 3e fois. Elle s'apprête maintenant à sa 4e candidature entre 2009 et 2010. Et à la fin, la radio suisse m'a interviewé sur le sujet et j'ai beaucoup encouragé la Suisse à faire de même. D'une certaine façon, même si ce n'était pas à cause de moi, je me sens responsable partiellement pour la situation dans laquelle on est actuellement. Mais je dirais tout de même que la Suisse, et ça j'ai observé moi-même, a un renommé très profond aux Nations Unies. C'est un pays européen occidental, mais il est différent des autres avec son soutien du droit humanitaire international, avec son soutien pour la responsabilité pénale. D'ailleurs, là, la principauté de Liechtenstein, toute petite, joue aussi un rôle remarquable dans ce contexte. Et tout le monde connaît ce profil de la Suisse. Et en plus, un pays comme la Suisse, et l'Autriche d'ailleurs aussi, a une responsabilité particulière au sujet de la transparence du Conseil de sécurité. La Suisse a beaucoup fait dans la discussion sur la réforme des méthodes de travail du Conseil de sécurité. Et c'est important, si un pays comme la Suisse est au sein du Conseil de sécurité, les autres membres du Conseil de sécurité, membres des Nations Unies, savent qu'il y a là un ami qu'ils ont, qui les informe sur ce qui se passe. Et tout ça, à mon avis, sont des contributions positives et importantes. Et moi, je pense que le renommé que le Suisse s'est fait en plus, en étant au Conseil de sécurité, est plutôt positif. Et moi, je le vois de façon très différente de ce qui a été dit donc, ici. Votre bilan du Conseil de sécurité, parce que l'organisation, la transparence, ça, on sait faire, les organigrammes, ça, on est des professionnels depuis toujours. Mais là, vous diriez sur l'action au Conseil de sécurité, c'était une bonne chose.
Vous êtes plus positif que... Oui, je pense qu'évidemment, lorsque nous, on était au Conseil de sécurité, il y avait une guerre à Gaza aussi, mais après, c'était plutôt calme. Et un ami à moi, diplomate, a dit, disons, la politique internationale s'est mise au sommeil quand l'Autriche est devenue membre du Conseil de sécurité. Et c'est vrai que la Suisse n'a pas eu ce privilège. Vous êtes membre du Conseil de sécurité à un moment particulièrement mouvementé des relations internationales. Évidemment, ça pose des défis et ça crée aussi des situations où il faut se positionner et probablement aussi des situations où il faut accepter des compromis. Et c'est vrai aussi que la Suisse étant une démocratie occidentale, il y a certains compromis au sein du Conseil de sécurité entre les démocraties occidentales. C'est vrai, mais nous, franchement, on est dans ce système depuis, comme j'ai dit, 55, et ça nous surprend un peu moins peut-être que certains ici. Par rapport aux compromis, on les entend au Conseil de sécurité, mais évidemment, il y a les compromis au sein du Conseil fédéral ou Dreyfus. Comment est-ce que vous auriez imaginé, maintenant, si vous étiez au Conseil fédéral, qu'est-ce qui aurait dû être mieux fait, différemment? Alors d'abord, j'aimerais juste rappeler que l'année où je suis entré au Conseil fédéral, il y a eu un rapport du Conseil fédéral sur la neutralité et que la question et qu'elle a inspiré en fait ce qui est venu après, en particulier le vote en faveur de l'ONU et l'entrée au Conseil de sécurité. Donc je crois qu'on est dans la trajectoire qui a été vraiment marquée par ce rapport de 93 et je pense d'ailleurs pas qu'ils doivent être réécrits forcément, mais peut-être qu'une analyse plus fine est nécessaire pour voir le cadre général où il se déroule. Ben, aujourd'hui, non, j'aurais voulu sur plusieurs points, bien sûr, une Suisse plus active, une Suisse plus proche de la défense des droits humains et du droit international. Et je ne vois aucune contradiction entre la neutralité et l'application du droit international. Et dans ce sens-là, oui, j'ai trouvé souvent la Suisse lâche. Vers l'extérieur, peut-être qu'en coulisses. Et aussi agrippé justement à des interprétations de la Convention de la Haye qui n'ont absolument plus de raison d'être, qui sont complètement dépassées. Je l'ai relu récemment et juste presque en matière de plaisanterie, j'ai trouvé extraordinaire l'article de cette convention qui dit qu'on doit absolument interner des soldats des belligérants qui seraient évacués sur le territoire d'un pays neutre, mais que les officiers pourraient être laissés en liberté s'ils juraient sur l'honneur de ne pas retourner sur le champ de bataille. Donc voilà, juste pour vous montrer à quel point ce texte est d'actualité, disons, et correspond à la vision que nous avons aujourd'hui de l'honneur des officiers et du déshonneur des soldats. Cette maison. Donc voilà, dans cette maison qui a au contraire essayé de mettre l'honneur du soldat au premier plan. Donc voilà, aujourd'hui je trouve que la Suisse n'a pas utilisé les possibilités qu'elle avait sans mettre en danger encore une fois sa réputation, au contraire en renforçant sa réputation d'État attaché au droit international, d'État hôte du CICR, etc. Vous avez écrit à de nombreuses reprises, dans plusieurs ouvrages, vous dites, mais attention, il y a un vrai décalage, et on va voter sur la neutralité probablement, il y a un vrai décalage entre les gens et l'élite. Est-ce qu'aujourd'hui vous le sentez plus qu'avant, ou peut-être qu'aujourd'hui les gens sont plus proches de l'élite parce qu'ils connaissent peut-être aussi plus la situation internationale et qu'ils disent nos amis européens, on doit travailler avec eux, on doit faire attention à notre environnement, ou vous avez l'impression que les citoyens suisses sont toujours aussi éloignés de leurs élites? Oui, et ça c'est une constante, je dirais, en Suisse, que la neutralité a toujours une acceptation très haute parmi la population, beaucoup plus haute que parmi les gens qu'on pourrait appeler l'élite politique. Et en même temps, il faut aussi voir, en Suisse, la neutralité fait partie de notre système politique. Il y a une tendance ces derniers mois de voir la neutralité, d'une part, surtout en relation avec la question de l'OTAN, participation à l'OTAN,
Et ça, il me semble, est une question qu'on doit se poser, mais ce n'est pas la seule question. Voyez une fois la Suisse en tant que pays comme système politique. Le Français Jacques Attali, qui était encore conseiller de Mitterrand, avait dit que la Suisse est une alternative très valable au système politique dans l'Europe occidentale. Pourquoi ? Parce que, et là je dirais, et ça c'est mon interprétation, 4 piliers qui sont ensemble, c'est-à-dire la démocratie directe. La Suisse est une démocratie directe, la seule. Deuxièmement, le fédéralisme très profond, c'est-à-dire la Suisse est vraiment un système politique établi d'en bas et on donne les décisions à l'échelon le plus bas. En fait, on fait exactement le contraire de ce que fait l'Union européenne, où la subsidiarité signifie que l'échelon le plus haut donne les droits aux échelons inférieurs de ceux qu'ils peuvent décider eux-mêmes. En Suisse, en fait, c'est toujours suivant la Constitution que l'échelon de décision est le plus bas et on ne transfère à l'échelon supérieur ce qui est plus haut. Est-ce qu'on peut encore aujourd'hui, au rythme des choses, se dire on va attendre qu'en bas décide pour en haut, Oui. et on se retrouve dans une situation où il faut peut-être agir d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre. Est-ce que les rythmes n'ont pas complètement changé? C'est plus le rythme des saisons. Les rythmes sont heureusement encore plus longs chez nous. Oh, parce qu'on laisse les autres faire, puis après on se dit... Moi je dirais, parce qu'il y a une tendance naturelle de centraliser de plus en plus dans n'importe quel pays. Alors c'est plutôt, je dirais, un élément positif. Troisièmement, il faut voir aussi la neutralité fait partie aussi de cette limitation des pouvoirs des élites. C'est pourquoi les élites en général n'aiment jamais la neutralité. On voyait ça chez nous, lorsque l'ambassadeur d'Autriche est dans l'OSCE, et moi je suis dans l'OSCE représentant la Suisse, l'Autrichien peut beaucoup plus vite décider ce qu'on va faire, tandis que la Suisse, nous savons... Hein? Voilà. Nous, on peut dire, oui, d'abord il faut attendre la réaction du Parlement et après il faut attendre la réaction de la population. Ce n'est pas un système très effectif, mais c'est un système assez effectif pour freiner le pouvoir de l'élite. Alors ça va ensemble avec la démocratie directe et avec le fédéralisme assez profond. Irad Zaki, un bon contre-pouvoir ou un frein, cette neutralité, ce côté bottom-up? Alors, les desiderata de la population ne peuvent plus être suivis aujourd'hui, que ce soit sur des thèmes comme l'immigration qui nous fâche avec l'UE, ou le secret bancaire aussi qui nous fâche avec toutes les grandes puissances. Et la neutralité, maintenant, elle est rentrée dans ce club des avantages suisses qui ne peuvent plus, qui contrarient beaucoup de grandes puissances. C'est très compliqué parce que si on avait fait ce qu'une politique de neutralité stricte exigeait, on serait aujourd'hui sous sanctions américaines, sous sanctions européennes, boudés commercialement, alors qu'on exporte 60% vers l'Union européenne et 20% vers les États-Unis. Donc en réalité, la vérité vraie, le bottom line de tout ça, c'est qu'on ne peut pas être neutre. Mais qui peut être neutre aujourd'hui? Ça, c'est une question. Parce que la Suisse, par exemple... On peut être moins pas neutre, plus moins neutre. Beaucoup plus libre d'être neutre, ouais. Parce qu'il faut être libre pour être neutre. Nous, en Suisse, ça dépasse l'Ukraine, ça dépasse Israël. C'est même la Chine. Vous allez voir des banques, et ces banques, elles reçoivent directement leurs cues de Berne, elles ne peuvent plus vraiment conseiller d'investir en Chine à des clients ici, aisés, des banques privées, les grandes banques.
Et la Chine n'est plus vraiment. On n'ouvre plus de compte pour tous les pays, toute la liste des pays qui sont sur la liste noire du département d'État américain. Ça, je vous dis, pour faire court, c'est ça la situation. Qui maintenant peut vraiment être neutre, parler avec tout le monde, accueillir les fonds de tout le monde, dialoguer, devenir un médiateur. C'est des pays qui sont beaucoup plus souverains que nous, qui ne font pas partie d'un bloc dans lequel ils ont les mains complètement liées. Et ça va être donc des pays comme la Turquie. On n'est pas membre de l'Union européenne. Mais on est perçu comme totalement intégré en réalité. Par exemple, j'étais à Monaco dans un séminaire et un gestionnaire de fonds souverains saoudiens m'a dit « mais j'ai l'impression que ça devient très très risqué aujourd'hui d'avoir des fonds en Suisse ». Voilà, c'est pour vous donner un peu les réflexions que beaucoup de pays se disent aujourd'hui, qui ne sentent pas que la Suisse est là, une marge de manœuvre pour protéger des fonds étrangers comme c'était perçu auparavant. Par contre, la Turquie, Dubaï, peut-être l'Arabie Saoudite ou d'autres pays qui accueillent des pourparlers, etc., on n'a pas le sentiment que quelqu'un va venir leur dire ce qu'il faut faire. Donc moi, je vous dis les choses cash. Pour être neutre aujourd'hui, il faut être souverain. Il faut du pétrole. Il faut du pétrole. Il faut que des gens aient peur de nous, qu'on ait une certaine marge de manœuvre, qu'on soit, on puisse dire, écoute, je parle à tout le monde. On dit aux États-Unis ou à qui vous voulez, à la Chine ou à qui vous voulez, on dit, je parle avec qui je veux. Voilà. Et j'accueille qui je veux et j'accueille les fonds de qui je veux et c'est moi qui décide qui c'est que je veux exclure, accueillir. Et si je veux être médiateur dans une situation, c'est sur mon sol, ça va très bien se passer parce que je vais donner un traitement égal à tout le monde. Et c'est plus nous. Nous, on ne peut plus faire ça. On est foutus. Je veux tout d'abord... On a une réputation à l'ONU, on est foutus. Tout d'abord, en ce qui concerne notre réputation à nous, j'aimerais bien désillusionner l'ambassadeur Widmer sur la rapidité de la diplomatie autrichienne. Le cas que vous avez évoqué, l'ambassadeur auprès de l'OSCE qui se trouve à Vienne, est un ambassadeur autrichien qui se trouve à Vienne. Il est en même temps le directeur pour les questions de l'OSCE au sein du ministère. Comme ça, il se donne ses propres instructions. Évidemment, c'est plus rapide que normalement. C'est pas hyper mais c'est pas un système qu'on a généralisé. Là, c'est plutôt spécifique dans ce contexte. L'autre chose que je dirais, évidemment, comme tous les Autrichiens, je suis très admiratif du système, disons, plébiscitaire et soutien populaire de votre politique, qu'on n'a pas ça de la même façon. On a eu un seul vrai plébiscite dans notre histoire, qui était celui sur l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne, où c'est vrai, on a eu une majorité des 2/3. Et notre problème, vous aurez pu inviter à cette discussion probablement à peu près 8 millions d'Autrichiens qui auraient eu une position plus positive quant à la neutralité que moi. Mais le problème, c'est que moi, je connais la façon de laquelle le droit et la réalité autrichienne se développaient depuis l'adhésion de l'Autriche à l'Union européenne, qui a profondément changé tous ces donnes. Et le problème, c'est qu'il n'y a jamais eu, de la façon qu'on l'aurait probablement eu en Suisse, un dialogue comparable à celui de la Suisse entre la politique autrichienne et la population autrichienne. Et de ce fait, il y a dans la grande population autrichienne une méconnaissance assez profonde des changements qui ont déjà été faits il y a 30 ans. Et ça, je pense, c'est une erreur. Il aurait fallu avoir un dialogue beaucoup plus profond que celui qu'on a eu. Les résultats, à mon avis, étaient inévitables si on veut devenir membre de l'Union européenne et si on est dans un contexte européen comme ça. Et c'est le cadre qu'on a fait. Et je pense aussi que c'est justifié parce qu'en tant que membre de l'Union européenne, comme j'ai déjà dit auparavant, l'Autriche, en tant que telle, ne peut pas rester neutre entre la Russie et l'Ukraine. Mais c'est vrai qu'il y a évidemment des éléments très positifs dans votre système intérieur qu'il faut évidemment utiliser dans un vrai dialogue. Et dans la situation actuelle, tout le monde, évidemment, est menacé aussi des arguments populistes, surtout sur ce genre de questions qu'il y a chez nous aussi. Et là, il y a un certain parallélisme, je dirais, entre certains débats chez vous et certains débats chez nous. Ruud Dreyfus, peut-être pour conclure sur cette question de la neutralité en Suisse, pour ensuite évoquer brièvement la situation à Genève. On vient de l'entendre, en Autriche, ça manquait probablement de dialogue avec la population. Est-ce qu'aujourd'hui, cette initiative de l'UDC sur la neutralité, ce n'est pas une chance pour le Conseil fédéral de reprendre un peu la main en expliquant ce qui se fait, en expliquant les objectifs? Parce qu'on a, pour l'instant, c'est resté un débat un peu parlementaire et très figé. Oui, c'est un débat qui aurait dû commencer depuis déjà bien longtemps, j'entends. Je suis un peu choqué à l'idée que le Conseil fédéral
attendu cette initiative et la réponse qui donne à cette initiative pour prendre vraiment position. C'est comme pour la question de nos relations avec l'Europe. On attend quand même du Conseil fédéral qu'il impulse le débat public en avant de ce qui sera la campagne de votation. Donc effectivement, parlons de neutralité, parlons aussi justement de ce que la neutralité nous rapporte, j'entends telle qu'elle est, dans la réalité, avec toutes les limitations qui ont été exprimées tout à l'heure, dans la marge de manœuvre de la Suisse. Mais je crois qu'elle nous apporte beaucoup. Encore une fois, je suis persuadée que la réputation de la Suisse est grande. Je suis persuadée que, effectivement, si elle a perdu des atouts sur le plan financier, après avoir bénéficié très longtemps, au contraire, de la possibilité d'accueillir tous les argents de toutes les couleurs, blanc, gris, noir, rouge, de sang, etc. Aujourd'hui, on nous demande autre chose. On nous demande effectivement de participer à un effort international de lutte contre la corruption, de lutte contre le blanchiment d'argent, de lutte contre l'argent de la guerre, etc. Donc, les citoyens sont prêts parce qu'on va voter. Mais oui, je crois qu'ils le sont. On verra. On verra. C'est toujours la grande aventure en Suisse de savoir ce que le peuple finalement décidera. Les citoyennes et les citoyens, c'est pas tout le peuple, comme vous le savez, en Suisse. Mais la question est vraiment de savoir, encore une fois, sur cette réputation du passé, mais qui, à mon avis, on a toujours sur le plan international. Qu'est-ce que les pays attendent de nous? Et quels sont les avantages que nous avons de bâtir sur ce concept? Alors, on en vient justement à Genève, qui me paraît très important, au CICR, qui me paraît très important, et qui font partie de cette bonne réputation de la Suisse, malgré les entorses que vous avez signalées, Mireille, à la neutralité pure telle qu'elle était pratiquée il y a encore, jusqu'en 1945 en tout cas, et peut-être un peu plus tard. La Suisse a effectivement tout à gagner à maintenir, encore une fois, à la fois cette non-agression, ce pacte de non-agression avec le monde, je dirais, et deuxièmement, cette intervention en faveur du droit humanitaire et du droit international. Je crois que c'est vraiment là que la Suisse doit s'affirmer, et c'est en échange, à travers ça, qu'elle reçoit le bénéfice, encore une fois, d'être encore une plateforme de discussion, de débat, de médiation, d'être encore le siège des Nations Unies, d'être encore une fois, le siège du CICR et la formulation particulière du CICR. Donc, oui, je crois que j'entends le jeu aujourd'hui, il est entre les deux. Il est entre neutralité et respect du droit international. Et la Suisse peut très bien tirer, je dirais, son épingle du jeu en disant oui, nous avons une tradition de neutralité, mais pour nous, ce qui domine aujourd'hui aussi dans cette balance, c'est le droit international. Et Razaki, vous voyez, tout n'a pas été passé par perte de Alors, profit. ce que dit Mme Dreyfus est évidemment de loin le plus souhaitable pour, par exemple, l'avenir de Genève et de la marque Genève. Il y a un capital. Qui recouvre énormément de choses. La marque Genève, ça recouvre la Genève internationale, la Genève diplomatique et la Genève bancaire, etc. Qu'est-ce qui se passe en réalité? On constate depuis quelques années, et je dis ça sous le contrôle de tout le monde diplomatique présent ici, c'est que c'est vrai que la présence de diplomates de très très haut niveau s'est un peu amoindrie à Genève au profit de présence de personnel plus technique qui est plus nombreux que jamais dans tout ce qui se passe dans les organisations internationales. C'est les seconds couteaux. Voilà, mais ça, Romain, je Alors, nous sommes entourés de diplomates, Romain. Voilà, mais Genève. Alors, on constate aussi, c'est les hôteliers d'ailleurs qui le disent, vous pouvez avoir des tas d'indices sur la présence vraiment de niveau diplomatique. Ensuite, la Genève bancaire, le private banking à la Genevoise, qui accueillait tous ces fonds, comme dit Mme Dreyfus, qui ne sont pas souhaitables. Ces fonds, il y avait des fonds de vente d'armes, de blanchiment, de tout ce que vous voulez, effectivement. Aujourd'hui, ça s'est déplacé ailleurs. Mais par exemple, où
par exemple, en Floride, au Delaware, etc., qui explosent maintenant parce qu'il y a beaucoup moins de restrictions que Genève. Genève accueille moins de fonds privés et peut-être probablement moins de fonds souverains d'États qui pourraient voir leurs avoirs gelés et qui n'auraient aucun contrôle dessus. Et donc, aujourd'hui, il faut, à mon avis, je vais aller droit au but, si ce que Mme Dreyfus dit n'est pas possible, si on n'arrive pas à maintenir quand même cette réputation, à la raviver, je pense qu'on n'y arrive pas d'ailleurs, parce que le monde d'hier ne va pas revenir. Il a vraiment changé le monde avec cette logique de bloc et cette logique de rapport de force. Et je pense, en fait, si on veut être logique, Genève, la Suisse devrait renoncer à la neutralité et dire j'ai plus à gagner en appartenant à un bloc, même si ce n'est pas ce que souhaitent les Suisses forcément, hein, mais concrètement, si on est dans la réelle politique, j'ai plus en tant que Suisse à gagner en adhérant alors totalement, en allant jusqu'au bout de la nécessité et d'adhérer totalement, de renoncer à la neutralité. Et sinon, on fait un grand débat sur ce que doit être la neutralité, mais l'UDC ne doit pas avoir le monopole de cette discussion, pas plus que le FPE en Autriche ou qui que ce soit. Ce n'est pas un sujet d'extrême droite ni d'extrême quoi que ce soit, c'est un sujet national qui a à voir avec l'histoire et l'identité de ce pays. Jamais l'UDC devra avoir le monopole dessus. Oui, ils ont lancé le sujet. Donc, oui, mais ils n'ont pas... Peut-être rapidement du côté de Vienne, parce que ça doit vous réjouir tout ça. Je ne sais pas, Vous avez gagné sur tous les tableaux. de Vienne. D'abord, évidemment, c'est clair que ce n'est pas à moi de m'exprimer sur une discussion intérieure à la Suisse, mais je dois dire que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le rapport supplémentaire du Conseil fédéral suite à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, et il y avait des éléments que j'ai souvent utilisés dans les discussions en Autriche, et plus particulièrement l'argument du Conseil fédéral, qui se trouve d'ailleurs aussi maintenant dans notre stratégie à nous, que la guerre est de retour en Europe. Parce que ça, à mon avis, c'est un sujet qu'on n'a pas suffisamment discuté jusqu'à maintenant aujourd'hui. En Autriche, il y a quelques années, on pensait que la défense territoriale, qu'on n'a d'ailleurs jamais pris aussi au sérieux que la nécessaire, qu'on pouvait s'occuper, disons, de tout autre domaine de militaire, mais pas de celui-ci. Et maintenant, l'Autriche, en tout cas, a une guerre où la frontière de l'Ukraine occidentale est plus proche de Vienne que la frontière suisse. Ça veut dire qu'on se trouve en proximité de cette situation. Et le Conseil fédéral, en principe, si je le résume bien, il a dit le suivant. Il a dit la guerre de retour. La défense territoriale est nécessaire, et si la Suisse jamais devait être attaquée directement par un ennemi extérieur, il est clair que même la Suisse, qui a des capacités beaucoup plus profondes que l'Autriche, ne serait pas en mesure de se défendre tout seul. Il a rajouté qu'un État neutre, une fois qu'il est attaqué de l'extérieur, les obligations de neutralité tombent et il peut chercher son soutien où il le veut. Et après, le Conseil fédéral a dit, et ça j'ai compris, c'est tout de même un argument contesté, il a dit, si on est dans une situation comme celle-ci, compte tenu de la complication de la défense aujourd'hui, c'est clair qu'une défense coopérative qu'on devra faire à ce moment-là ne peut être faite d'un jour à l'autre, c'est quelque chose qui doit être entraîné en temps de paix. Et tout ceci ouvre la discussion renforcée avec l'OTAN dans le cadre du partenariat pour la paix. Et là, l'Autriche et la Suisse sont ensemble, et c'est une raison pourquoi ça me semble un sujet où je peux m'exprimer aussi. Le partenariat de la paix est une structure particulièrement flexible qui ne contient aucune obligation de devenir membre de l'OTAN, mais qui est essentielle, en tout cas pour un pays comme l'Autriche, et je pense que pour la Suisse aussi, pour avoir l'interopérabilité nécessaire dans un contexte militaire. Si la Suisse ou l'Autriche participent à des missions militaires internationales, ce qui, à mon avis, est quelque chose de logique pour un État neutre d'ailleurs, de participer à des missions internationales dans le cadre des Nations Unies ou dans le cadre même pour nous de l'Union européenne, et pas seulement pour la Suisse aussi, ou de l'OSCE, c'est quelque chose qui doit s'entraîner. Et le seul endroit où on peut gagner l'interopérabilité aujourd'hui pour ce genre d'entraînement, c'est l'OTAN. Et c'est pour ça qu'on le fait dans le cadre du partenariat pour la paix, qui est tout à fait compatible
mais avec la neutralité autrichienne et aussi avec la neutralité suisse, à mon avis. Mais ça, c'est un argument tout de même que j'aimerais ajouter. Ce sera je crois que vous avez déjà un débat, M. Ramsayer et M. Roux, pour la prochaine session. Pour conclure brièvement, Paul Widmer, après on va passer aux questions du public. Je sens qu'il y a quelques personnes qui trépignent dans la salle. Monsieur Widmer, on se dit, voilà, la nouvelle situation, elle est connue. On n'a jamais eu la guerre aussi près depuis très longtemps. Il faut y aller dans la collaboration. Oui. Et vite. À la différence de mon collègue autrichien, je trouve quand même... Encore, mais il y a cette division Berne-Vienne. La Suisse poursuit une politique comme ces derniers mois, où aussi bien le président Biden que le président Poutine, tous les deux trouvent que la Suisse n'est plus neutre. Alors quelque chose ne m'allait pas très bien. On commence quand même à gaspiller le capital moral qu'on avait établi avec notre neutralité. Il faut respecter les principes de neutralité et à ce moment-là, on ne peut pas toujours dire oui, ça c'est aussi permis. Par exemple, on revient à la discussion sur l'OTAN. On ne peut pas se permettre tout parce qu'autrement vous perdez quand même la confiance. On a vu ça aussi à la Birkenstock-conférence que la majorité trouve que la Suisse n'est peut-être plus l'intermédiaire idéal. Et surtout, si vous voulez être neutre, il faut respecter quelque chose. La neutralité est toujours contrefactuelle. Qu'est-ce que je veux dire? Le concept de neutralité ne fait sens que lorsque vous dites dans une situation de guerre, on est neutre parce que vous êtes convaincu que la guerre doit terminer et on va revenir à une situation sans guerre. Et le contraire est aussi juste lorsqu'il n'y a pas de guerre et on dit on est neutre, on montre par ça qu'on croit que la situation sans guerre n'est pas permanente, ça peut changer. Et ce n'est pas par hasard que maintenant, souvent les gens qui trouvaient que la neutralité ne fait plus de sens, il n'y aura plus de guerre en Europe, maintenant trouvent, alors il faut joindre l'OTAN, etc. Autrement, on ne peut plus se défendre. Non, c'est pas comme ça. La neutralité est permanente et on a le courage de dire la situation comme elle est maintenant, elle peut changer aussi. Merci beaucoup, M. Widmer. Je rappelle que vous avez publié chez Slatkin l'identité suisse au défi, un ouvrage qui résume parfaitement votre pensée. Il a été enfin traduit, ça fait quelques années qu'on attendait que vos ouvrages se traduisent. Monsieur, je vais passer la parole à la salle. J'imagine qu'il y a plusieurs questions qui vont être posées. Alors, je ne sais pas comment on fait avec les micros, M. Ramsayer. Conseiller juridique au CICR, magistrat honoraire et médiateur assermenté. J'aimerais savoir, la question s'adresse à vous tous, c'est ma première question, pourquoi presque systématiquement dans les discussions et les débats sur la neutralité, un aspect primordial est évacué, c'est celui de la démarche pacificatrice pour laquelle la neutralité est indispensable. Et j'insiste parce que c'est cette première démarche qui est entrée dans notre histoire avec l'entrée de Bâle dans la Confédération en 1501. Bâle a été accepté à la condition d'être neutre, non pas pour rester dans son coin, mais pour proposer ses bons offices et sa médiation aux autres confédérés qui font la guerre. C'est ma première question. Si je peux en poser encore deux, je l'aimerais. Je ne comprends pas non plus comment on peut avoir une vision de la neutralité du CICR autre que celle qui a toujours été la sienne. Alors je m'explique. En 1977, la conférence diplomatique qui a été réunie par la Suisse grâce à sa neutralité et par le CICR grâce à sa neutralité a permis au droit international humanitaire de faire un progrès absolument éblouissant et impensable au lendemain de la guerre du Vietnam. À cette époque-là, la Charte des Nations Unies était déjà signée, la Suisse
pouvait encore avoir une position de neutre. Aujourd'hui, je crois que Mme Zaki est la seule à dire les choses d'une manière précise, concrète et non hypocrite. Je crois qu'il faut nous poser la question, dans le cadre de discussions de ce genre, si nous voulons ressusciter la neutralité et de quelle manière, ou bien est-ce que nous voulons simplement tenir des propos d'ordre nécrologique. La troisième question que je pose, c'est, je rappellerai que, juste une toute dernière chose, et j'en aurai terminé pour le restant de la soirée, rassurez-vous. Non, mais c'est pas la question. Il y a juste d'autres personnes qui ont certainement envie de poser des questions. Bien sûr. Pour monsieur le professeur Pictet, qui était une sommité sur le plan juridique, sur le plan éthique, sur le plan philosophique, la neutralité, c'était tout simplement, Madame la conseillère fédérale, le droit et le devoir de se taire sur le conflit, sur les protagonistes et sur les responsabilités des uns et des autres. C'était indispensable et ça a été voté dans une assemblée de la conférence de la Croix-Rouge en 1969, c'est-à-dire après la signature de la Charte des Nations Unies. Donc la question que je pose, est-ce qu'on peut concevoir deux neutralités, une neutralité du CICR telle que je viens de la rappeler, et une neutralité de la Suisse qui varierait au gré des circonstances, alors qu'elle est l'État gardien des conventions de Genève. Je vous remercie de votre patience et j'attends avec impatience la réponse à mes trois questions. J'admire la neutralité du CICR, elle est absolument indispensable pour la plupart de ses activités. La neutralité de l'État suisse est, encore une fois, un instrument politique dont elle est maîtresse dans les limites, je dirais, bien sûr, de ce que les autres considèrent comme étant encore de la neutralité. Sur l'élément on va mélanger les questions et les réponses, parce qu'elles sont toutes liées. Cette demande pacificatrice, ce besoin de Suisse, ce besoin d'aider, personne n'a envie de ça. On a besoin, ou on peut encore jouer un rôle là-dedans. Mais je crois qu'il y a bien sûr, il y a des bons exemples dans le passé, il y a des bons exemples, j'espère, encore dans le présent. On me dit qu'au Soudan, les Suisses sont plus actifs que peut-être on ne le sait. Bien sûr qu'il y a un rôle important de médiation, de bons services, etc., que la Suisse peut jouer, mais il faut quand même se rappeler où sont les lignes de front. Je veux dire, ce que la Suisse peut faire dans un pays africain, par exemple, n'est pas la même chose que ce qu'elle peut faire en Europe par rapport à l'agression de l'Ukraine. Je veux dire, toute la neutralité suisse est bâtie sur le fait qu'elle était sur la ligne de front. Je pense qu'on peut aussi dire la même chose de la neutralité autrichienne. La ligne de front s'était déplacée. Et les services que l'Autriche a pu rendre dans le dialogue Est-Ouest étaient énormes, comme les services que la Suisse a pu rendre dans les conflits au cœur de l'Europe occidentale. Mais aujourd'hui, je veux dire, les lignes de front sont ailleurs et il reste beaucoup de marges et beaucoup de régions dans lesquelles la Suisse peut être appréciée. Genève compte un certain nombre d'organisations qui jouent un rôle important inofficiel dans ce type de médiation. Je dirais que la Suisse officielle semble la jouer moins. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un déficit de neutralité ou est-ce que c'est parce qu'il y a un déficit de volonté d'aider et d'avoir cette fonction pacificatrice? À mon avis, c'est plutôt la deuxième hypothèse. Je vais vous demander la réponse, donc c'est parfait. Je donne une question technique. Tout d'abord, sur l'une des trois questions, pour moi, il y a une différence profonde entre la neutralité de la Croix-Rouge et la neutralité d'un État. Et je peux même vous donner un exemple. Quand l'Autriche était membre du Conseil de sécurité, j'étais le président du comité de sanctions dans le contexte Soudan, Darfour.
Et là, il y avait des énormes violations des droits de l'homme, avec des victimes, des morts, des centaines de milliers de morts, etc. Et évidemment, une des organisations les mieux informées sur la situation était la Croix-Rouge. Et tout le monde a respecté que la Croix-Rouge doit rester neutre, même entre belligérants d'une guerre civile, même entre ceux qui violent le droit international et le droit humanitaire, et ceux qui sont les victimes, d'une certaine façon. Parce qu'autrement, la Croix-Rouge ne peut pas continuer son œuvre humanitaire dans ce contexte. Mais évidemment, pour un État, il ne peut pas se taire, à mon avis, s'il y a des violations de ce genre. Et surtout si vous avez le rôle que moi j'avais comme président de ce comité de sanctions, j'étais obligé d'y parler. Et je vous dirai en plus que lorsque l'Autriche s'est décidée pour sa neutralité en 1955, une année après, il y avait l'invasion militaire de l'Union soviétique en Hongrie. Et tout le monde en Autriche s'est exprimé. Le chancelier de l'époque, celui d'ailleurs qui avait convenu la neutralité avec la Russie, a dit il n'y a pas de neutralité idéologique. Et au sujet des bons offices, évidemment, ce que la Suisse a fait dans le passé est admirable. Nous, on a essayé de faire de même. Je pense que la Suisse a eu plus de succès dans ce domaine. Pour nous, c'est un peu plus compliqué parce que dans les situations maintenant où l'Union européenne est impliquée, pour des raisons que j'ai expliquées, on ne peut pas faire des bons offices. Mais je dirais tout de même qu'il y a des pays comme la Norvège qui font des bons offices, qui ont probablement fait les bons offices les plus importants dans le contexte du Proche-Orient. Et la Norvège est membre de l'OTAN, ce qui prouve tout de même que les bons offices, c'est une possibilité pour chaque État. De l'importance de la volonté politique. Vous allez passer à une deuxième question, deuxième personne qui voudrait poser une question, s'il vous plaît. Je vois tout au fond là-bas. Vous les collectionnez, les questions. On va prendre 3 questions, s'il vous plaît, donc par 3 personnes différentes, et on fera une petite synthèse après. S'il vous plaît, une question. Soyez pas timide. Bonjour, je m'appelle Laurent Sobédin, j'avais juste une question à vous poser. Il semble ressortir de pas mal de discussions que le contexte actuel, géopolitique et les tensions semblent rendre la neutralité suisse, telle qu'on la connaît, impossible. Mais j'ai l'impression qu'un facteur a été oublié, c'est la victoire d'un certain Trump qui, contrairement à ses prédécesseurs, n'est pas biberonné au néoconservatisme américain et son pari tout de même de mettre fin à la guerre en Ukraine. Et donc, quel avenir pour la neutralité suisse si le pari Trump est réussi en Europe? Question claire. Encore une question, ou on y va déjà sur ces deux-là? Oui, allez-y. Bon, une question pour suivre la dernière, une question directe et simple. Monsieur McKinley. McKinley, je suis américain. Ah, mais on est neutre, hein. Voilà. La question est si la Suisse ou l'Autriche, ou les deux, dans le cas d'un cessez-le-feu en Ukraine, soutiendrait ces deux pays neutres, soi-disant neutres, ces deux pays, est-ce qu'ils soutiendraient l'idée de la neutralité comme élément de la solution de la crise ukrainienne? Donc la neutralité de l'Ukraine. Oui, Ouais. Ukraine. Neutralité pour l'Ukraine. Est-ce que la Suisse prônerait, soutiendrait cette idée? Est-ce que l'Autriche parlerait en faveur de la neutralité de l'Ukraine? Oui ou non? Alors je vous propose de commencer par la question de la première, en fait, sur l'identité, rapidement. Ruth Dreyfus, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la raison de la neutralité reste liée à la cohésion nationale ou pas? Parce qu'aujourd'hui, en gros, le Rückstiegsgraben, c'est plus tellement la Première Guerre mondiale, c'est plutôt les assurances sociales. L'AVS et autres LPP. Oui, d'abord, je voulais juste féliciter Naï qui a posé la question d'avoir choisi ce sujet comme travail de maturité et d'être venu ce soir pour compléter ses connaissances qui sont déjà très vastes sur ce sujet. Ils sont très concis, les étudiants, vous avez vu? Mais oui, Hein? et plus que moi. Non, je parlais du public. Mais je crois vraiment que le problème de la neutralité et de la cohésion s'est posé pendant la Première Guerre mondiale, parce que là, il y a eu un risque de division profonde.
Mais il est clair que dans l'idée que l'on se fait, que la population se fait de la Suisse, la neutralité joue un rôle important. Et la discussion autour de l'initiative de l'UDC va être une discussion, je pense, assez passionnée et qui pourra peut-être montrer de nouveaux clivages en Suisse. Je ne sais pas exactement lesquels, mais j'imagine peut-être que, je ne sais pas, de nouveau le clivage ville-campagne ou de ce type de clivage pourrait apparaître fortement pendant cette campagne. Mais ça ne joue plus un rôle, disons, de ciment que ça a joué pendant la Première Guerre mondiale. Paul Widmer, peut-être brièvement, je crois que vous allez devoir nous quitter pour la période fédérale. Cet élément de cohésion nationale, on peut se dire qu'aujourd'hui c'est effectivement moins important. Il me semble, oui, à l'heure actuelle. Mais n'oublions pas qu'il y avait toujours des vagues où la cohésion nationale était fortement touchée. Par exemple, en ce qui concerne les confessions en Suisse, là, il y avait pendant la guerre des 30 ans des demandes de protestants allemands aux protestants suisses de les aider. Et là, on donnait la raison, on ne peut pas. Parce que si nous, les protestants, le faisons, les catholiques le feront aussi avec les Espagnols et l'Empire. Alors là, ça montrait exactement que la neutralité primait même sur la religion à ce moment-là. Et à l'heure actuelle, il me semble que c'est peut-être pas la toute première question, mais ça pourrait revenir à n'importe quel moment. Et ça c'est toujours aussi là-dedans. C'est un nouveau credo, attention de ne pas tout jeter à certains moments parce qu'il y a des constantes, des choses qui peuvent revenir. Oui, et là-dedans, il y a aussi cet élément. En fait, je trouve presque que je devrais m'excuser auprès de monsieur qui a posé la première question, que je n'ai pas mentionné plus la Croix-Rouge. Mais on ne veut pas apporter charcoal to Newcastle. Mais en fait, nous les Suisses, nous devrons souligner beaucoup plus que la Croix-Rouge et notre politique de neutralité font un ensemble qui est d'une grande valeur aussi pour la géostratégie. Et on peut même mentionner ici à Genève, la Genève internationale, elle n'existerait pas si le président Wilson n'avait pas dit qu'il veut que la Ligue des Nations s'établit à Genève à cause de la neutralité et de la Croix-Rouge. Il avait une grande admiration pour la Croix-Rouge. Et dès le début, en fait, il envisageait une coopération très close. Et maintenant, le bénéfice que vous avez mentionné, qu'il y a parfois aussi une perspective qui transcende l'état des nations et on considère la victime individuelle qui est une victime de n'importe quelle partie qu'elle soit. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faudrait soutenir et apporter plus dans la discussion politique. Peut-être pour enchaîner sur les questions plus liées à l'Ukraine, à la géopolitique actuelle, hein, c'était les deux autres questions qui sont peut-être un peu liées quand même, Thomas Mann-Gerding. Il y a Donald Trump qui a été élu maintenant, tout le monde interprète, c'est difficile de dire maintenant exactement le rôle qu'il va jouer dans ces conflits. Et puis il y a la question aussi de la neutralité d'Ukraine. Tout est lié. Est-ce que vous pensez que ça peut être un game changer? Est-ce que l'idée de la neutralité peut séduire, doit séduire la Suisse? Sur la première question, il est clair que le nouveau président américain cherchera un arrangement et qu'il essaiera de pousser pour un arrangement. C'est un peu trop tôt de voir ce que ce sera comme arrangement, mais c'est clair aussi que dans la philosophie du président Trump,
l'Europe en tant que telle sera obligée de jouer un rôle plus important dans le règlement de la situation. Et la sécurité de l'Ukraine, pour un pays comme l'Autriche, compte tenu de notre position géographique, est une question de notre propre sécurité à nous, jusqu'à un certain point. Ça veut dire que là, il y a toutes sortes de questions qui se posent. Et si vous lisez l'actualité, vous avez probablement lu que le président Macron et le Premier ministre Tusk se sont entretenus aujourd'hui sur une présence militaire européenne en Ukraine qui sera peut-être nécessaire comme élément de la pacification de la situation. Et là, ce sont des questions probablement où évidemment la ministre de la Défense autrichienne a évité de répondre jusqu'à maintenant à la question pour des raisons bien compréhensibles, quelle serait la contribution d'un pays comme l'Autriche. Mais ça, c'est une question qui se posera peut-être un jour. La deuxième question, la neutralité. Moi, je ne suis pas convaincu que le rôle de l'Autriche est d'agir comme, disons, le vendeur du modèle à l'exportation de la neutralité. C'est pour les pays de se décider eux-mêmes de façon souveraine si ça leur est utile dans le contexte dans lequel ils se trouvent. Et là, il faut dire que l'Ukraine a déjà d'une certaine façon été neutre dans le contexte du mémorandum de Budapest et ça lui n'a pas bien servi. Et c'est vrai que il est bien possible, lorsqu'il y avait des négociations en 1922, il semble que la question de la neutralité ukrainienne avait été soulevée. Mais entre-temps, il y a deux années de guerre sanglante de plus. Et je pense que pour l'Ukraine, pour l'instant, la question principale, ce sont ces garanties de sécurité. Et c'est sur cette question-là qu'on sera sans doute obligé de trouver une réponse. Donc, si on comprend bien, c'est Donald Trump qui intègre l'Europe, qui pousse l'Europe à s'intégrer. Oui, il est sans doute sur beaucoup de domaines, mais je pense qu'il dira tout de même que l'Europe sera obligée de jouer son part dans cette histoire. Merci. Zaki, sur ces deux éléments, on vous entend, c'est bon? C'est vrai, voilà. Oui. Alors, c'est vrai que l'arrivée de Trump et puis la perspective d'une accalmie dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine pourrait faire penser que la Suisse peut revenir vers des formes de neutralité dont elle a été privée et que les pressions pourraient diminuer, c'est vrai. Les pressions pourraient diminuer, on pourrait observer une sorte de détente au niveau de tout ce que la Suisse a dû se restreindre et de toutes les contraintes qu'elle a dû s'imposer pour s'aligner et rassurer et faire des gages à l'Union européenne et aux États-Unis. Mais au final, on a constaté que ce qui se passe dans les différentes administrations pendant 4 ans, républicaines ou démocrates aux États-Unis, n'est pas si différent et qu'il y a un élément déterminant, c'est les ingérences américaines, russes, chinoises, tout ce que vous voulez, qui changent toute la donne, c'est-à-dire dans ces pays qui sont trop importants, un poids lourd géopolitique comme l'Ukraine, c'est pas un pays qui peut lui-même devenir neutre, à mon avis, en étant à la frontière de la Russie, en ayant un passé très lié à la Russie, en ayant été une zone l'Occident a voulu européaniser très fort, dans laquelle coup d'État sur coup d'État, révolution du Donbass, etc. On ne peut pas évacuer à quel point les ingérences sont très très fortes. Et imaginer qu'ils puissent être neutres et que les ingérences cessent, c'est imaginer que la géopolitique mondiale s'arrête. Et donc tant que ces ingérences continuent, dans le fond, il est très difficile d'imaginer une neutralité crédible. Regardez ce qui se passe en Roumanie, où a été élu un pro-russe qui tout d'un coup, tout a été annulé. En Géorgie, on a des manifestations pro-européennes. On aura ça toujours, on l'a toujours eu, bien avant l'invasion russe de l'Ukraine. C'est ainsi, c'est au Moyen-Orient la même chose. Qu'est-ce qui peut faire que ces ingérences cessent? Qu'est-ce qui peut faire que ces hostilités, ces polarisations entre d'une part les États-Unis et la Russie, d'une part les États-Unis et la Chine cessent? C'est pas demain la veille, j'ai envie de dire, et donc on n'est pas dans un contexte où un pays aussi important que l'Ukraine puisse être proclamé neutre, à mon avis, ni de loin ni de près. Dreyfus, on s'est dit que ça pourrait peut-être redevenir un produit d'exportation, la neutralité, mais ça ne marchera pas pour l'Ukraine. On ne pourra pas amener une sorte de savoir-faire sur les questions multiculturelles, linguistiques, ce qu'on sait faire en Suisse, mais qu'on a pu faire dans un contexte évidemment plus pacifié. Parce que les problèmes qu'ils ont,
d'un point de vue des indicateurs, vous pourriez dire, bah, tiens, ça ressemble un peu. Non, mais je crois que Monsieur l'ambassadeur l'a clairement dit. On ne sait pas quels seront les termes d'une pacification ou d'un cessez-le-feu aujourd'hui. Et j'entends l'idée qu'on pourrait propager tout d'un coup un modèle fédéraliste, par exemple, hein, pour ne pas parler de la neutralité, en disant ben oui, maintenant on se met tous ensemble, le Donbass et les Carpates, et puis on fait un bel État où on s'entend aussi bien que les Suisses. C'est naïf. C'est plus que naïf, je crois que ça c'est impossible. J'entends la solution, elle sera effectivement vraisemblablement dans un partage. Définitif ou temporaire, il faut voir, et il y aura une partie de l'Ukraine qui sera sous influence russe et une partie de l'Ukraine qui sera sous influence européenne, avec, pourquoi pas, la protection justement de l'Europe et pourquoi pas même de l'OTAN, si c'est possible, dans une solution, en tout cas peut-être à plus long terme. Non, je crois que le rôle de la Suisse en Ukraine me paraît être celui qu'elle s'est donné d'ailleurs dès le début, récolter des fonds pour la reconstruction, aider ce pays à retrouver, mon Dieu, ce dont elle est privée, l'électricité, les voies de communication, les champs, des champs déminés et qui peuvent de nouveau servir non seulement à nourrir l'Ukraine, mais à nourrir le monde. Voilà le rôle que la Suisse peut, très modestement, parce qu'elle a l'habitude d'être modeste, malheureusement, dans ce type d'aide, peut faire. Modeste financièrement, vous vouliez dire. Pardon. Modeste financièrement, vous vouliez dire. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, uniquement. Le Bürgenstock n'a pas été une manifestation de modestie. Sur cette note de sagesse et d'une recommandation financière, on vous remercie beaucoup, Ruud Dreyfus, Mireille Zaki. I invite Victoria Ramser for a musical performance. Welcome. Bonsoir mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous rejoindre ce soir. Alors j'ai l'honneur de vous présenter pour la fin de notre soirée du Geneva Centre de neutralité une chanson italienne qui s'appelle Caruso. Oui, écrite par Lucio Dalla. Elle a été présentée par plusieurs chanteuses et chanteurs renommés. Et alors aujourd'hui, c'est moi. Une question légitime avant de chanter. Pourquoi je choisis cette chanson? Depuis qu'il n'y a pas un mot sur la neutralité dans cette chanson. Bon, je vais vous donner trois raisons. La première, c'est que cette chanson dépasse les frontières. Dans cette salle-là, j'ose dire que plusieurs personnes, si pas tout le monde, connaissent cette chanson. C'est la raison première. La deuxième, qu'elle évoque des thèmes qui sont universels, qui sont très très proches de tout le monde ici. L'amour, la passion, la douleur, la beauté. Et dernièrement, cette chanson n'est pas affiliée ni à cause politique, ni religion, ni idéologique. Mesdames et messieurs, Caruso. Je vais chanter a cappella. Che voglio bene assai, ma tanto bene assai, e una catena ormai, che son il sangue di te vena sai, chi deve mare luccica e dopo tira forte il vento su una vecchia terrazza
davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza, poi si schiarisce la voce. Donna che aveva pianto e ricominci il canto. E voglia bene sai, matando bene sai, e una corta ormai che sangue tinte bene sai, e voglio bene sai, matando bene sai, e una carena ormai che sono il sangue tinte bene sai, tinte bene sai. Thank you very much, Victoria. Now I would like to invite Ambassador Jean-Daniel Ruche, President of the Geneva Center for Neutrality. Jean-Daniel Ruche, he served Switzerland as ambassador in Serbia, in Israel, and most recently in Turkey. He also was a special representative of Switzerland in the Middle East. Please, Jean-Daniel. Merci beaucoup. Je crois qu'on reste tous encore dans l'émotion magnifique de cette voix et de ces paroles qui transcendent tous les conflits. Et je ne vais pas dire plus de choses, si ce n'est il y a un buffet. Profitons du buffet. Donc on est encore sous le charme de ces magnifiques sons et de ces magnifiques paroles. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que nous avons entendu beaucoup de choses ce soir, beaucoup de choses qui vont nourrir notre réflexion, et que j'espère beaucoup que la plupart d'entre vous accepteraient de participer à cette réflexion, parce que, comme l'a dit quelqu'un, le débat sur la neutralité est trop important pour le laisser à un parti. C'est un débat national, c'est un débat citoyen. Et puis je vous invite donc à rejoindre notre association pour participer aux réflexions qui commenceront dès le début de l'année prochaine. Merci beaucoup de votre présence impressionnante, nombreuse. Merci beaucoup de votre écoute, de votre participation. Et puis au plaisir de vous revoir bientôt pour continuer cette réflexion.